Salut à tous! Avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter deux concepts clés que vous devez comprendre si vous voulez capter la suite de cette vidéo. Le premier concept, c'est la neuroplasticité et le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle le mismatch. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se remodeler en permanence en fonction de ce à quoi on s'expose et ce à quoi on est exposé. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, votre cerveau, il se remodèle lui-même, il se réarrange, il agrandit ou décroît certaines de ses parties, il augmente la connectivité, le nombre de neurones dans certaines zones, afin de s'adapter au mieux à tout ce que vous faites, à tout ce à quoi vous êtes exposé dans la journée, chaque jour de votre vie. C'est le cas dès votre naissance, surtout dans votre enfance, c'est là où la neuroplasticité est la plus active, mais c'est un phénomène, c'est un processus qui dure absolument toute votre vie. Ce qui signifie que chaque jour, en quelque sorte, vous êtes quelqu'un de différent. Vous n'avez pas le même cerveau et donc pas le même esprit que la veille. Ce processus de neuroplasticité, il est à mesure de la fréquence, de la force et de la répétition de justement ces stimuli auxquels vous vous confrontez. C'est-à-dire que plus, par exemple, vous allez réaliser une tâche, que ce soit en termes de fréquence, en termes d'intensité, que ce soit une intensité physique ou émotionnelle, quelque chose à laquelle vous attribuez beaucoup d'émotions, plus ça va se marquer, plus ça va générer cette neuroplasticité et donc plus le cerveau, durant le sommeil, parce que c'est dans le sommeil que le cerveau se réarrange, d'où l'importance d'avoir un bon sommeil, plus le cerveau va opérer cette neuroplasticité. Je vais vous donner quelques exemples concrets et assez connus, assez célèbres de cette neuroplasticité parce que c'est un phénomène que je trouve absolument incroyable et très porteur d'espoir, parce que comme je vous l'ai dit, ça veut dire que essentiellement vous pouvez devenir la personne que vous voulez devenir, ceci tout simplement grâce à vos actions. L'un des effets les plus connus, c'est par exemple l'effet de l'alcool sur l'atrophie du cerveau, c'est-à-dire ni plus ni moins que plus vous buvez de l'alcool, plus votre cerveau s'atrophie, se réduit, tout simplement. Il n'y a pas, contrairement à la pensée populaire, de dose safe d'alcool, mais bien sûr, les dégâts que ça va causer sont à mesure de la fréquence et de la quantité, et on sait que certaines parties du cerveau, notamment liées à la mémoire, liées au contrôle émotionnel, etc., rétrécissent littéralement à mesure de la quantité d'alcool. Ça, c'est un effet de neuroplasticité qui est très négatif. J'en ai parlé dans une précédente vidéo où on sait aussi par exemple que la consommation de pornographie en ligne agit sur la neuroplasticité. Ça diminue la connectivité et la matière grise dans le cortex préfrontal, ce qui signifie ni plus ni moins que votre cerveau devient plus enfantin. En fait, vous régressez à mesure que vous consommez de la pornographie en ligne, vous régressez à un stade de cerveau d'enfant. C'est-à-dire tout simplement parce que le cortex préfrontal est le responsable de la planification à long terme, du contrôle sur les impulsions, sur son état émotionnel, etc. Ça a été l'une des plus grandes découvertes dans la littérature scientifique qui s'intéresse aux effets sur le cerveau de la pornographie moderne. Un autre cas de neuroplasticité qui est assez intéressant, c'est le cas des jeux d'échecs. On a démontré que les jeux d'échecs augmentent la connectivité dans le cerveau, c'est-à-dire que on pense mieux, on pense plus vite, et on a aussi des études qui nous montrent que les jeux d'échecs permettent aussi une amélioration des cas de TDA. C'est-à-dire que c'est très bien pour les enfants, par exemple, qui ont des TDA, il faut les mettre au jeu d'échecs parce que ça va augmenter drastiquement la concentration, donc les zones responsables de la concentration, mais aussi la capacité à planifier, etc., le contrôle des impulsions, etc. On a ce cas qui est systématiquement repris en exemple de neuroplasticité des chauffeurs de taxi londoniens, c'est-à-dire qu'il y a eu des études sur le cerveau, donc on a fait passer à des chauffeurs de taxi des scans IRM, des scans qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau, la taille des différentes zones, etc. Et il a été démontré que ces chauffeurs de taxi, qui doivent mémoriser un nombre incalculable de routes, de lieux, etc. dans la ville de Londres, ont une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe et qui est responsable de ce qu'on appelle la mémoire spatiale, impliquée dans le sens de l'orientation, dans la mémoire des lieux, de la disposition des objets, etc., qui est énormément plus grande que la normale. Et puis plus important encore, on a des études sur la neuroplasticité en rapport avec la socialisation qui montrent que les enfants qui grandissent dans des familles où l'on parle beaucoup, où l'on échange beaucoup
eh bien, ont des avantages cognitifs et des zones du cerveau qui sont davantage responsables de la mémoire et de la capacité d'apprentissage qui sont plus grandes que les enfants qui ont grandi dans des environnements où l'on parlait, où l'on échangeait peu. Et puis aussi, on a des études encore plus étonnantes, notamment sur les effets du climat sur le développement du cerveau. Et par exemple, on a une étude récente qui s'est intéressée au cerveau des mouches et qui a montré eh bien, que le cerveau des mouches qui naissent dans un climat plus froid ou plus tempéré eh bien, a davantage de connexions neuronales que le cerveau des mouches qui naissent dans un climat plus chaud. Et donc dans un climat plus froid, eh bien, les mouches vont avoir un développement du corps qui va être réduit, qui va être plus lent. Par contre, elles vont avoir un développement du cerveau qui va être davantage conséquent, plus important. Et c'est l'inverse dans le cas des mouches qui naissent dans un environnement plus chaud. Donc là, on a un effet direct du climat sur le développement cognitif et la façon dont le cerveau va se développer. Et donc voilà pour le premier point de la neuroplasticité. Le second point, eh bien, c'est le mismatch. Alors le mismatch, c'est le grand thème de cette chaîne, et ce qu'on appelle le mismatch en paléoanthropologie, eh bien, c'est ce grand décalage qui existe entre notre monde originel, le monde de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, d'où nous venons, qui nous a moulés à la fois psychologiquement et à la fois physiologiquement et morphologiquement, qui a moulé notre corps et notre esprit, et le monde moderne, et par extension le lifestyle moderne, tout ça à quoi on est confronté, notre alimentation moderne, etc., qui n'a, en de nombreux points, eh bien, plus rien à voir avec d'où nous venons et ce à quoi nous avons été formés, ce par quoi nous avons été formés. Plus spécialement ici dans cette vidéo, on va s'intéresser au décalage qui a trait eh bien, à la façon à ce à quoi notre esprit humain est confronté, et en l'occurrence, eh bien, cette hyperstimulation moderne, le fait que nous soyons constamment stimulés cognitivement, que ce soit par les applications, que ce soit par le trafic routier, avec tous ces stimuli constants, les gens qui traversent les feux rouges, etc. Notre boulot qui nous demande énormément d'attention, etc. On reçoit plein d'SMS, on reçoit plein de trucs. Et tout cela, eh bien, a tendance à vite saturer notre esprit, alors que nous avons été habitués à un monde de chasseurs-cueilleurs où c'est pas ce qu'on observe, où on observe plutôt, eh bien, des périodes de full focus et de full attention, c'est les phases de chasse et de cueillette, suivies de périodes de gros repos avec peu de stimulation. C'est les phases où simplement on revenait de la chasse et de la cueillette, on était en pleine nature libre et on avait une période de relâchement où tout simplement on faisait les activités avec le camp, etc. C'était des périodes de tranquillité. Et ce qu'on observe aujourd'hui, eh bien, c'est que cette hypersaturation de notre esprit, eh bien, elle a tendance à provoquer deux phénomènes. C'est soit ce qu'on appelle les burn-out, c'est-à-dire une saturation complète du cerveau, du système nerveux, où on a tellement emmagasiné d'informations, de pression, etc., que simplement, bien, le corps switch et tout s'arrête. Et on a aussi eh bien, les cas de dépression, où même par le même processus, eh bien, plutôt que de se mettre en surchauffe jusqu'au burn-out, eh bien, le système nerveux, le cerveau, directement met le switch off et on tombe dans une forme de dépression pour se protéger. Voilà pour les deux concepts essentiels, la neuroplasticité et le mismatch. Maintenant, je vais vous expliquer une petite histoire personnelle. Je vais vous parler un petit peu de moi. Rassurez-vous, ça va être en lien avec ce que je vais vous expliquer sur comment, eh bien, tout simplement guérir la rumination, l'inattentivité et la prédisposition au burn-out. Dans la vie quotidienne, eh bien, mon boulot, c'est d'être ce qu'on appelle un lignard, c'est-à-dire un mec qui travaille sur les pylônes et les lignes haute tension. Donc c'est un métier essentiellement de grimpe et de travaux sur pylônes et sur les lignes haute tension. Ça consiste à forer, mettre des nouvelles pièces, mettre de la peinture, participer au développement des nouvelles lignes, en démonter certaines, etc. On est essentiellement toujours dans des très grandes hauteurs, parfois 80, 100, 120 mètres. Autant vous dire que c'est pas un boulot spécialement facile et qu'on maîtrise en 2 semaines. Il y a déjà l'aspect de la grande hauteur qu'il faut gérer, que ce soit l'aspect physique mais aussi l'aspect mental. Surpasser sa peur, parce que être à 120 mètres de haut quand il pleut, il neige, il fait -2 et qu'on est juste dans son harnais rattaché par une petite corde,
c'est pas spécialement relax. Il faut être focus sur toutes les normes de sécurité. Il faut être focus aussi sur la minutie, la précaution, parce que on manipule des outils, on doit travailler, etc. Donc il faut savoir manipuler avec dextérité tous les outils sans rien faire tomber, parce que si quelque chose tombe, ça peut causer de gros dégâts aux hommes au sol. Et puis il faut travailler aussi correctement, avec méthode, avec sérénité, parce que à 120 mètres de haut, tout demande beaucoup d'efforts, et donc il faut être vraiment minutieux et méthodique. De ce fait, la nature de ce job, c'est d'être un métier à haut risque qui demande énormément de full attention, de full focus. Il faut être en hyper focus, tout en à chaque fois ramenant ce focus à soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de penser à ce que tu vas manger au soir, de penser aux factures que tu as à payer, parce que tu es à 100 mètres de haut, qu'il faut travailler, qu'il faut être focus sur les outils que tu vas utiliser, etc. Et donc à chaque fois que tu pars un petit peu en rêverie, tu dois te reprendre. Tu dois reprendre ton attention, tu dois te reconcentrer. Cette période d'hyper-focus où à chaque fois tu dois ramener ton attention, elle est ensuite suivie de gros relâchements. Parce que tout simplement, quand le travail est fait, on descend, on se relaxe, on se repose et éventuellement on passe à un boulot suivant plus tard dans la journée. Et cette façon de fonctionner, ce job, j'ai vu personnellement comment il a changé mon esprit en à peine 2 ans. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quelqu'un plutôt anxieux, plutôt nerveux, plutôt ruminateur. Et depuis que je fais ce travail, j'ai remarqué que j'étais devenu quelqu'un au contraire de calme, avec plutôt une zen attitude, une attitude un peu de surfeur, un peu ride the wave, si vous voulez, qui ne rumine pratiquement plus. Je ne m'inquiète plus du passé, du futur. Je suis beaucoup plus focus dans le présent et beaucoup moins prompt à monter dans les tours et à m'inquiéter de quoi que ce soit. Et si vous voulez, ça a fait tilt quand j'ai lu il y a quelque temps des études sur les effets sur le cerveau de la méditation, que, en quelque sorte, enfin, même pas en quelque sorte, carrément à 100%, ce boulot avait provoqué dans mon cerveau les mêmes effets que la méditation zazen, celle des moines bouddhistes. La méditation zazen, que l'on sait aujourd'hui grâce à des scans IRM, provoquait des changements structurels grâce à la neuroplasticité, notamment dans le cortex préfrontal. Ça développe le cortex préfrontal, qui est pleinement responsable de cette capacité d'attention, de focus, et aussi dans des régions comme l'amygdale, qui est responsable de la régulation des émotions, notamment le contrôle de la peur, du stress intense. Tout cela faisant que on sait aujourd'hui que les moines bouddhistes, par exemple, ont une plus grande tolérance au stress, sont capables de rester pleinement focus sur l'instant présent et sont beaucoup moins prompts justement à l'anxiété, à la rumination, etc. On appelle la méditation zazen, c'est la méditation classique, c'est ce qu'on veut dire par là quand on parle de méditation. C'est une pratique qui consiste à, pendant 5, 10, 20 minutes, se concentrer sur un point, concentrer totalement son esprit sur un point, que ce soit un point externe, par exemple un point que vous allez fixer et sur lequel vous allez essayer de rester concentré, ou que ce soit un point interne, comme par exemple, classiquement, la respiration. Ce qu'on va vous demander lors d'une séance de méditation, par exemple dans le cas de la respiration, c'est de vous concentrer sur votre propre respiration, en quelque sorte écouter, analyser, être focus sur le va-et-vient, et à chaque fois que vous allez sentir que votre esprit part dans ses rêveries, que vous commencez à vous dire, vous commencez à réfléchir à ce que vous allez manger au soir, si vous avez bien nourri le chat, ce que vous a dit tel collègue hier au boulot, etc. Dans ce cas, chaque fois que vous partez en rêverie, de reprendre votre esprit et de vous reconcentrer sur votre respiration. C'est juste ça la méditation. C'est une pratique, un entraînement de focus et de refocus. Développer pleinement son attention, ce qui va avoir pour objectif de vous focaliser dans l'instant présent. Pour ensuite être suivi d'une période de plein relâchement, quand on a fini la séance de méditation, et qu'à ce moment-là, on peut pleinement se détendre et s'activer à ses rêveries, à sa pensée interne, son introspection. Ce qu'on a observé grâce aux imageries cérébrales, c'est que la méditation, elle active à la fois les zones du cerveau qui sont responsables du focus, comme le cortex préfrontal, mais aussi la zone du cerveau responsable justement de ces rêveries qu'on appelle le mode
par défaut du cerveau. C'est en anglais le DMN, hein, le Default Mode Network, qui est en fait un ensemble de régions cérébrales qui s'activent justement lorsque l'esprit, le cerveau est au repos, qu'on ne fait pas une tâche particulière, qu'on ne se concentre sur rien, qui s'active par exemple lorsqu'on est sous la douche ou lorsqu'on est en train de conduire sur une longue distance. Et c'est cet ensemble de régions, le Default Mode Network, qui est responsable de vos rêveries, de votre introspection, la réflexion sur soi, sur les autres. Vous êtes dans votre état de rêverie, vous êtes ailleurs, d'accord? Il est très étudié cet ensemble de régions cérébrales dans le cas d'Alzheimer, hein, par exemple. Dans le cas d'Alzheimer, qui est une maladie où typiquement les gens justement perdent cette capacité à réfléchir à leur propre vie, hein. Ils oublient les gens de leur passé, etc. C'est très étudié aussi dans le cas, par exemple, de la dépression, où on se constate que ce DMN est hyperactif, hein, c'est-à-dire que ces gens sont constamment en rêverie et en train de penser au passé, etc. Et il est aussi très étudié dans le cas de la schizophrénie, où ce DMN est trop actif également et vient mixer en quelque sorte la pensée introspective et la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à différencier les pensées internes qu'on a et ce qui se passe devant nous dans le concret. Et en fait, le principal but et le principal mécanisme de la méditation, et en fait le cœur de tous ces effets, hein, de tous ces effets bénéfiques, c'est qu'on va apprendre à notre cerveau à réguler la mécanique qui existe entre l'enclenchement des zones d'hyperfocus et l'enclenchement de ce DMN, de ces régions, de ce mécanisme de la rêverie. C'est-à-dire qu'en vous plongeant en hyperfocus et en vous obligeant à chaque fois à revenir à cet hyperfocus, vous allez apprendre au cerveau à être en focus sur demande et en rêverie sur demande, plutôt que de vous laisser contrôler par la volonté du DMN d'apparaître comme ça random et de vous faire penser à ce que vous allez manger le soir, et donc de perdre votre connexion à l'instant présent, d'être en focus, hein, ou d'être justement trop en focus constamment, ce qui est propice justement au stress mental et au burn-out. Vous allez apprendre à votre cerveau à réguler l'enclenchement entre focus et rêverie, détente, repos. C'est-à-dire que d'une part, vous n'allez plus être en focus perpétuel, c'est le cas des gens qui sont facilement prompts au stress mental, à la planification constante du futur, ce qui vous amène au burn-out, hein, parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, à se détendre, tout simplement. Et d'un autre côté, pour les gens qui sont plus susceptibles à la rêverie, à l'inattention, à la dépression, à la rumination, tout en pensant à l'avenir, penser au passé, ne pas être présent, etc., vous allez sortir de cet état perpétuel pour davantage être dans le présent quand il faut être dans le présent. D'accord? Donc vous allez réguler cette mécanique. Ça va plus être trop de l'un ou trop de l'autre, hein, ça va être un enclenchement sur demande et un enclenchement équilibré, tout simplement. Et à partir de là, vous allez connaître les bénéfices d'une mécanique entre ces régions de l'hyperfocus et ce DMN qui est saine, hein, qui va être justement une beaucoup moindre anxiété, une beaucoup moindre rumination, une beaucoup plus grosse résilience mentale, un contrôle sur ses émotions, etc., etc., tout comme les moines bouddhistes. Hein. De cette façon, la méditation, tout comme les activités ou les jobs qui demandent un hyper-focus suivi d'un gros relâchement, parce que c'est la même chose, hein, c'est le même mécanisme, vont soit guérir, soit prévenir, soit un trop grand stress mental et une prédisposition au burn-out, hein, qui est issu de zones du focus, de la concentration, de l'attention sur le présent, qui sont trop activées, d'accord, et qui n'ont pas justement ces périodes de relâchement qui font intervenir le DMN, hein, où on se repose, hein. Et puis aussi à l'opposé, vont permettre aux gens qui sont eux plutôt du côté d'un DMN suractif, ce qui peut les rendre justement inattentifs, trop dans l'introspection, pas présents, pas concentrés, justement d'être plus concentrés en favorisant les zones du focus et à ce moment-là, d'avoir la main sur l'activation du DMN qui ne va plus être trop actif si vous voulez. Donc de ce fait, il va y avoir une bonne mécanique, une bonne danse entre ces deux régions, ce qui va faire que vous allez être au quotidien beaucoup plus présent lorsque vous devez être présent et puis aussi pas trop
présent non plus parce que quand vous avez fini votre activité, il faut vous relaxer. Et donc à ce moment-là, quand vous vous sentez OK, eh bien le DMN s'active et vous pouvez tout simplement vous détendre. Et donc voilà la conclusion de cette vidéo. Si vous sentez que vous êtes prédisposé au stress mental, à être beaucoup trop impliqué et nerveux de ce qui se passe autour de vous, ou à l'inverse, eh bien que vous êtes inattentif, vous n'êtes pas dans le présent et que vous êtes sujet à la rumination, etc., eh bien pratiquez la méditation zazen, d'accord, méditation classique, ou eh bien trouvez-vous une activité ou un job qui va être exactement comme la méditation, fait de séances d'hyperfocus suivies de relâchement. Tout ça va permettre eh bien, de réguler cette danse, cette mécanique entre zone de l'activation du focus et zone du Default Mode Network, tout simplement. Et donc voilà pour cette vidéo toute simple, toute courte. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.